Bonsoir. La campagne électorale a démarré aujourd'hui dans l'indifférence générale, même si les médias domestiques tentent de faire croire le contraire, même si les partis politiques de la mangeoire, comme les appelait Hussein Ahmed Rabbi Rahmou, continue de nous balader, de nous bassiner au pays des miracles tébbouniens, celui de l'Algérie nouvelle, celui de l'Algérie victorieuse, celui de la force de frappe. Et tutti quanti. Même si les mêmes sempiternels relais du système ont répondu spontanément, comme d'habitude, et tous ensemble, comme d'habitude, au coup de sifflet du maître, pour nous miauler leur profession de foi patriotarde et leur indéfectible fidélité à Tebboune, avec le même enthousiasme, absolument le même qu'ils manifestaient à Bouteflika avant de se retourner contre lui quand il est tombé. Et de la même manière qu'ils se retourneront contre Tebboune quand il tombera. C'est dans leur ADN, toujours lestes à retourner leur veste, toujours du bon côté, comme le chantait l'artiste. Et c'est ainsi, entre les éditos lénifiants de la revue militaire El Jeish, la diarrhée verbale du président du RND, les zama directives, zama réglementaires du zama président de l'ANI par intérim, entre les prêches des mosquées qui vont finir par nous menacer de l'enfer si nous boycottons ces élections, et les détenteurs du fonds de commerce mémoriel qui tentent de nous convaincre que voter pour une démocratie, celle qui règne en ce moment en Algérie, relève de la fidélité aux shuhada. Les Algériens semblent être dans une toute autre planète, celle de la dure réalité, celle des damnés de la terre, l'Algérie des laissés pour compte qui n'ont pas de temps à perdre entre la misère et le cauchemar quotidien. Je ne vous en dis pas plus. Nous allons écouter tout à l'heure un jeune Algérien qui, lui, parle vrai, qui, lui, vit au quotidien cette Algérie qu'on cache sous les façades trompeuses. Législative des aides, jour 1 de la campagne électorale. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir ici avec moi Lias Jbeili, économiste, analyste politique, animateur d'Alternat TV à 16h. Lias Jbeili, merci d'être des nôtres. Merci pour l'invitation, cher Jameddine. Honoré toujours de faire partie de votre plateau. Et merci aussi de la présence, si je me permets d'anticiper un peu, la présence de Azedine Toumi. C'est la première fois que je le rencontre ici, sur absolument, ce plateau. Tout à fait. Mais sinon, vous le connaissiez avant. Ah oui, absolument. Qui ne connaît Azedine Toumi? Qui ne connaît pas Azedine Toumi? Azedine Toumi, militant pour la démocratie, je suis tenté de dire vaillant militant pour la démocratie, un homme droit, honnête, qui aime son pays, qui aime son peuple. Azedine Toumi, merci d'être avec nous. Merci Sidi Jamal, bonsoir. Bonsoir Siliès, merci pour ces mots gentils. Bonsoir à tous les téléspectateurs, je suis heureux d'être sur ce plateau. Merci pour votre invitation. Merci beaucoup, merci. Alors, mes chers amis,
Donc voilà, les élections législatives ont commencé, des législations déjà, ce qui s'est passé avant ce jour J du lancement de la campagne électorale. Il y a beaucoup de questions qui n'ont pas encore trouvé de réponse. Et j'aimerais avec vous commencer par nous dire ce que vous pensez de l'invalidation, du rejet d'à peu près 30% des candidatures. Certaines ont été repêchées, entre autres, après avoir signé la fameuse charte éthique de ces élections, dont on parlera après. Mais sinon, d'après vous, pourquoi ce régime s'amuse-t-il à scier la branche sur laquelle il est lui-même assis, alors qu'il sait que déjà ces élections vont encore être frappées, encore une fois, par un boycott massif des électeurs? Pourquoi est-ce qu'il en rajoute, lui, en mettant des bâtons dans les roues de ses propres élections trafiquées à l'avance? L'un ou l'autre, la question est posée à tous les deux. Non, le pouvoir n'est pas en train de s'amuser. Le pouvoir, il sait très bien ce qu'il fait. Et il n'est pas en train de scier la branche sur laquelle il est assis, parce que lui, sa légitimité, il ne la tient pas du peuple algérien. Et les élections présidentielles et les autres institutions, elles n'ont pas la légitimité populaire. Donc, du coup, cette fois-ci, pour ces élections, tout le monde a compris finalement les enjeux. Le pouvoir est en train de choisir ses candidats. Donc, que pense aujourd'hui le citoyen face à cette situation? Parce que nous, quand on fait des analyses politiques, on essaye en tout cas de faire des lectures avec peu de données qui sont à notre disposition. Donc, on sait très bien que le pouvoir, il est sur un agenda, pas pour l'immédiat, mais il y a un agenda politique, économique, diplomatique sur 3-4 ans, notamment par rapport à 2029. Donc, il est en train d'avoir, de mettre en place une feuille de route qui va lui permettre de faire passer toutes les lois, tout cet agenda dont j'avais parlé. Mais le citoyen, face à cette situation, quand il voit que même que le pouvoir il choisit même les candidats, donc je ne pense pas que le citoyen aujourd'hui pourrait croire qu'il aurait cette chance de choisir son candidat, son élu. Le candidat, il ne l'a pas choisi. Donc nous sommes dans cette situation. Et ce qu'on peut appeler ça une campagne électorale, d'abord pour revenir au titre de l'émission. Une campagne électorale, c'est là où se déroulent les débats sur les idées, sur les programmes, la critique des mandats d'avant, la critique du plan politique ou du plan du gouvernement et du bilan de ceux qui sont au pouvoir depuis déjà 2019 ou ne serait-ce que depuis 2024 jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce qui a fuité sur les clauses de cette soi-disant charte de l'éthique, elle signifie clairement que les débats seront dorénavant interdits, même dans l'hémicycle et même dans les campagnes électorales. Avant, les débats, ils étaient... On va y arriver à la charte électorale. Justement, je tiens à signaler, avant qu'on y arrive, qu'elle n'a pas été rendue publique. Elle n'a pas été publiée. Oui. Personne, à part les comptes rendus de journaux attachés au régime, les journaux domestiqués, qui en ont parlé, mais ils n'ont parlé que des points qui arrangent un peu tout le monde. Mais on ne sait rien de ce qu'il y a vraiment dans cette fameuse charte éthique. Yes. Tout d'abord, on essaie d'analyser ce qui se passe dans notre pays. Malheureusement, notre pays, ce n'est pas une démocratie. Et par conséquent, il faut qu'on décuple d'analyse de ce qui se passe chez nous en Algérie. Tout d'abord, cette loi électorale, elle ouvre largement la voie pour exclure l'opposition. Elle a été conçue, elle a été fabriquée, ou elle a été pondue, si on peut le dire, dans la chambre basse pour éliminer l'opposition, et notamment celle qui reste fidèle aux revendications du Hirak, celle de 2019. C'est pour éliminer, il faut le dire, c'est éliminer. Deuxièmement,
la façon de rejeter les candidatures sur la base d'enquêtes administratives et nullement sur la base de condamnation pénale. Ça, c'est très important. C'est-à-dire une enquête administrative qui, diligentée, on peut éliminer. Même sur une simple rumeur. Même sur une simple rumeur. Comme le précise l'article 7 dans son alinéa, l'article 200. Dans l'alinéa 7. Voilà. Absolument. L'ANI, ni plus ni moins, c'est une vitrine, un guichet qui a été vidé de sa substance parce que les vrais décideurs, c'est le ministère de l'Intérieur. Ça a été rattaché au ministère de l'Intérieur. L'ANI, c'est une vitrine pour faire la sélection politique et c'est elle qui lance les procédures. Donc l'ANI, elle a exploité l'article 200 de la loi électorale qui a été votée en avril 2021 et qui a été modifiée en avril 2024. Pas en avril, je ne me rappelle plus. Oui, je me rappelle mais pas. En 2024. 24 et qui a été modifiée récemment Oui. pour éliminer, pour redessiner le paysage électoral. 2024 ou 2026 Ce n'est pas important. En tout cas, Oui. voilà, c'est pour redessiner le paysage politique, le paysage électoral. Tous les partis, même le MSP, je l'ai suivi pour voir un petit peu, prendre la température. Il affirme que le but de ces élections pour redessiner le paysage politique électoral en Algérie, c'est que la Chambre basse ne doit pas être une porte, une vitrine pour l'opposition. Aucune opposition doit être admise dans cette Chambre basse. Aucune revendication populaire soit-elle, émanant du Hirak, du peuple, doit être. C'est-à-dire le pouvoir algérien, les autorités algériennes ou le régime, peu importe la sémantique du mot ou le qualificatif qu'on lui attribue, ne veut pas qu'on parle ni de souveraineté populaire, ni de souveraineté nationale, ni de le contrôle des ressources, ni de l'état de droit, ni de la séparation. Non, il veut rien. Ni de la présidence, ni de la présidence, ni de l'armée. Ce qu'il veut, c'est valider une chambre d'enregistrement, valider ce qui est dicté d'en haut. Donc, finalement, on n'est pas dans une démocratie. Moi, je me pose la question, est-ce que c'est une opération suicidaire qui s'est lancée sans ce pouvoir à tête baissée, sans contrôler et sans calculer enfin, les conséquences plus tard? Parce que là, on va repartir pour 5 ans avec une chambre basse quasiment qui est inféodée au pouvoir algérien. Mais là, il se trompe à 100%. Parce qu'on ne peut pas refuser une alternative, on ne peut pas refuser une alternance, on ne peut pas laisser notre pays qui s'enlise de jour en jour et qui s'enlise davantage sur le plan politique, sur le plan économique. Sur le plan politique, la répression, elle est totale, le champ politique lui-même, il est verrouillé, des opposants qui sont poursuivis, pourchassés pour une publication. On ne sait pas qui décide, qui est derrière, sachant que le président Tebboune, certes, il a des fonctions, je le dis, il a des attributs de fonctions présidentielles, mais il n'est pas décideur, il faut dire les choses. Ceux qui décident, ce sont les décideurs, c'est l'armée. Quand je dis l'armée, je distingue l'armée qui a été instrumentalisée et qui est instrumentalisée à chaque occasion pour légitimer la présence de ces décideurs qui sont là pour garder le pouvoir. Donc la survie du pouvoir, est-ce qu'elle dépend des élections ou pas? Est-ce que pour nous, comment nous allons nous repositionner par rapport à notre combat? Parce que maintenant, il faut chercher comment solutionner le problème. C'est ça la question. Parce que le régime refuse toute alternance, le régime ne veut pas accepter le changement, le régime a tourné le dos aux revendications du Hirak, le régime a trahi le peuple, les autorités algériennes ne veulent pas changer parce qu'il est temps de changer. On est en 2026, la mondialisation, la géopolitique, la géostratégie, l'Algérie s'enlise. Donc à chaque fois, si le régime, à chaque fois il nous trouve de dire que ceux qui sont dans l'opposition, ils sont en train de trahir la patrie, ou utiliser l'armée qui rempart contre les menaces extérieures, l'utiliser contre son propre peuple, il fait fausse route. Et cette politique, elle est intenable pour lui. Et tôt ou tard, il est obligé de revenir à la raison et à la sagesse. C'est de restituer le pouvoir à l'opposition. Vous avez dit tout à l'heure, nous ne sommes pas en démocratie. Pourtant, la question est posée à tous les deux. Je vous demanderai de répondre de façon assez lapidaire pour passer à autre chose.
Pourtant, ce pays, sa dénomination officielle, c'est République. D'ailleurs, c'est une suite de pléonasmes. C'est République algérienne, démocratique et populaire. C'est répété 3 fois. République, démocratique, populaire. Et vous me dites, ce n'est pas une démocratie? Pour être république, il faut avoir la citoyenneté, parce que la citoyenneté est un concept qui est là, les républiques. Moi, je me rappelle d'un slogan, je ne sais pas si Asdine vous vous rappelez, il y avait un slogan, Jumhuriya bila muwatana, une république sans citoyenneté. C'est-à-dire que le pouvoir, les autorités ont fait du citoyen algérien, il n'est plus citoyen au regard de ce régime. La démocratie, elle est où? Parce que, je veux dire, à chaque fois, il y a des hold-up, que la prise du pouvoir a été prise de façon antidémocratique, de façon, je veux dire, illégitime et illicite. Après, il reste quoi? Démocratie, chabia. Elle est où le peuple? Elle est où la présence du peuple? Elle est où la parole du peuple? Elle est dans des institutions, le Parlement dans sa chambre basse et sa chambre haute, dans la presse la plus libre du monde arabe, dans les associations de masse, association des Moujahidines, association des enfants de Moujahidines, association de l'UNFA, l'Union nationale de la femme algérienne. Il y a beaucoup d'associations comme ça, Asdine. Oui, ça reste des slogans qui ont été utilisés depuis l'indépendance. Donc, on avait ramené tous ces concepts sur le terrain, sur la pratique. Parce que la démocratie, il faut la vivre. Un citoyen, quand il vit dans une démocratie, c'est à travers ses choix, c'est à travers les élections, à travers sa participation dans la vie politique du pays, à travers son engagement dans la vie de la cité, à travers les partis politiques, les associations, les syndicats. Nous, tout ça il est réduit. Tous les espaces où le citoyen peut exercer donc ces darwas qui sont des darwas, si on était dans une démocratie, tous ces espaces ils sont verrouillés, ils sont fermés. Donc, comme on l'a dit, la République l'avait dit, donc Karim Tabou, un certain mot, il disait la République sans public. Donc, il y a une République, mais le public est mis à l'écart. Il est complètement, qui est le peuple, il est complètement marginalisé. Donc, aujourd'hui, au contraire, on est en train de s'éloigner de certains acquis que le peuple algérien avait arrachés dans le sang, dans le sacrifice, dans la misère. Donc, on est en train de faire quand même un retour en arrière sur beaucoup d'acquis, notamment sur le plan des libertés. Regardez la presse en Algérie, que reste-t-il? Aujourd'hui, on est face, il y a des partis politiques qui se disent en campagne électorale. Vous croyez qu'un candidat qui se présente dans un meeting, il est incapable de critiquer le bilan du chef de l'État, qui est incapable, il lui a été interdit de critiquer le bilan du chef de l'État ou le bilan, ne serait-ce que de son prédécesseur, parce qu'apparemment, dans cette charte, il est interdit même de s'attaquer au programme du concurrent, etc. Oui. On ne sait pas comment ça a été écrit, etc., mais ça a été rapporté comme ça. Mais comment il peut dire que je suis en campagne électorale? Comment il peut défendre le citoyen pour aller voter? Donc, ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, les élections, c'est vrai que c'est l'exercice de la démocratie, il passe par les élections. Mais il faut que les élections, d'abord, il faut qu'il y ait d'abord la liberté de se présenter. On n'est pas dans le cas. Aujourd'hui, se porter candidat en Algérie, ce n'est pas évident. Il faut être béni par le pouvoir. Deuxièmement, sinon vous êtes rejeté, tout simplement. Deuxièmement, le darwa de débattre de toutes les questions. Et troisièmement, garantir la transparence et par ça, garantir la parole du citoyen. Des élections. Le choix des élections. À travers la fraude et le bourrage. Donc, on n'est pas. Donc, cette élection, elle ne répond à aucun critère d'un environnement de démocratie ou une preuve que ça s'inscrit dans un processus démocratique. C'est une formalité administrative. Mais cette élection, qu'on le veuille ou non, elle ne va pas changer le quotidien du citoyen algérien. Justement, nous avons une vidéo d'un citoyen, elle est en train de faire fureur sur les réseaux sociaux et il faut espérer qu'il ne va pas être arrêté comme ses autres compatriotes qui pullulent dans les prisons algériennes pour avoir dit moins que lui. Vous allez l'écouter. Il faut rappeler que, contrairement à ce qu'on dit, généralement les gens, quand ils parlent des détenus du Hirak,
des détenus d'opinion et des prisonniers politiques. Il parle des centaines qui sont en prison. Et tout le monde oublie de dire que ceux qui sont passés par la case prison ne se comptent pas en centaines, mais en milliers. Et nous allons écouter ce jeune compatriote, écoutez-le bien. أنا شهريتي بالريجيم كيفاش شد لي سمانة وكيفاش توكل الدراري خو نكريدي وكدا ونعاود نخلص والريبيلو عطاني مباتيني راني ندور لتما برك راني غير مباتي ما قدرتش نافونسي نكذب عليك يا خو صافي ماشي غير انت اللي راك هكذا ماشي غير انت حسرة أنا قلت لك وما خوفي أعظم أنا شكوى لغير الله ما دل والله غير شو ما نكذبش عليك نقول لك الحمد لله هكذا مي الواقع ما نكذبش عليك هذا هو الواقع يا خو ويكذب عليك يا غير اللي يقول لك زعما أبر واش راني نقول لك أنايا يكذب عليك يما لك شوف اللي يقول لك راهي مليحة عارف بلي يفلح صاروخ ولا يبيع الزطلة ولا يدير راهي هكذا راك فاهم وهادوما يحليلهم ناس ديجان يحب يلبس يحب يعيش يحب يحوس يحب يجوز فاكونس يحب يلبس الماركة يحب مانيش عارف انايا يدير هكذا الله غالب وهاد الشيء هذا باش نزيد نقول لك سي فولو تانيت يا خو غلقوا كاع لي ديبو ولي بار تاع الشراب علاش ومن بعد قواو الكاشيات كالكي شوز كي نفا با باينه بلي عفسه ماشي نورمال باسكو الشراب يشرب يرقد ينوض صباح بكري ينوض يروح يخدم الكاشيات ما يقدرش ينوض يروح يخدم راهم يكسروا في الشعب يا خو هالكونه الشبيبه كاع راهي ضايعه بالحبوب يا خو مرتني على بالك باللي والله غير واقع والله والله واش راني نقول غير شاهد والله غير واقع رانا عايشينه وانا قلت لهم انا كي تجي ليا لو كان جات لي انا البوليس والجندارم هدايا نعطيلو 20 مليون للشهر باش ما يديش تشيبا هم قاعد يدو تشيبا يا خو نتحداهم هم هنا يريحوا هنا في الدخله تاع ريديزلي والله غير كيما غير شغل ربي بالك شاف فيها خير يشربوا داخل الفيكول سيرفيس يشربوا وعلاش الشيء هذا اللي خلاه يدير هكذا واش ماشي اللي خلاه يدير هكذا باسكو على بالو بلي ما كاش عداله Jamal Din, toutes les sociétés n'ont jamais été violentes. Elles le deviennent. Et c'est le mal-être qu'on voit par cette... C'est touchant. Franchement, ça m'a touché. La hagra, c'est-à-dire le mal-être et la violence s'expriment par la harga, par des jeunes qui fuient leur pays parce que c'est pas le pays qui leur a tourné le dos. C'est le régime qui a abandonné ses propres enfants. Il les a poussés à prendre des embarcations de fortune pour avoir la paix. Parce qu'il n'a jamais investi sur l'humain. Deuxièmement, la violence et le malheur s'expriment par le suicide. Peut-être on ne dit pas, il y a beaucoup de suicides en Algérie. Troisièmement, la violence faite aux femmes aussi. Il faut le dire aussi. Quatrièmement aussi, la violence, le malheur s'exprime par la prise psychotropes ou les drogues. Parce que la jeunesse, elle est complètement abandonnée. Oui, ce régime a abandonné cette jeunesse. Je ne sais pas si ça se dit, si vous voyez qu'il y a des propos déviants, vous m'arrêtez. Est-ce que si on fait une radioscopie de la santé mentale de citoyens algériens, avec un cœur comme ça, belromma comme on dit, c'est quasiment 60-70%. Et qui est responsable? C'est le pouvoir. Qui est responsable? Les décideurs. Qui est responsable? Ceux qui prendront la responsabilité. Quand on voit le Qawad d'Ariba, quand on voit l'exploitation de Harj Bilet, quand on voit nous venons de découvrir les terres rares, quand nous disons que nous allons faire un contrat avec les Nigérians et nous allons exporter vers l'Europe 30 milliards de mètres. Écoutez bien,
30 milliards de mètres cubes de gaz, sans compter les 8 milliards par la Sicile, sans compter par ceci. Ça veut dire que c'est un pays riche. Quand on voit un jeune comme ça, il n'arrive pas à arrondir les fins du mois. Et c'est là où on doit se poser les questions. C'est là où débute la violence. Donc, qui répond de la violence de la société civile? النظام حبينا ولا كرهنا وسي با دي slogans شعبوي. Ça c'est affolant, c'est triste et c'est ça la réalité de notre pays. Et هذا هو le serment تاع الشهداء. Quand ils nous disent الشهداء والشهداء والقوى الضاربه والجزائر خط احمر. الخط الاحمر c'est sauver les jeunes. La ligne rouge c'est sauver les jeunes. Je vais profiter de ce que vous êtes en train de dire avant de donner la parole à Asdin pour lancer un appel à nous aider dans une enquête. Moi, je suis personnellement en train de chercher à comprendre d'où viennent les fameux comprimés cachillettes Saroukh. Je ne peux rien dire pour le moment, mais il semble qu'aux environs directs de l'Algérie, quelque part, je ne dirai pas où, il y avait une usine qui fabriquait, comment on l'appelle, j'ai oublié son nom, pharmaceutique, Gabaline ou la Gabaline, quelque chose comme ça, Saroukh. Il y avait une usine dans un pays voisin qui fabriquait donc, qui pour la consommation. Il semble que toute la production allait vers l'Algérie, finalement, parce que c'était forte demande. Et la demande a été telle que d'autres usines ont été très vite construites par des Algériens, avec des prête-noms de gens du dit pays, dont toute la production va en Algérie en dehors des postes frontaliers, par des chemins détournés. Elle rentre par les frontières. Donc ils ont le contrôle. Bien sûr. Donc moi j'aimerais bien, je fais un appel à témoins, quiconque a des informations sur ces usines et sur leurs véritables propriétaires, merci de vous contacter à ma page Facebook et de me faire parvenir les informations que vous pourrez, que nous vérifierons de toutes les façons. Merci à vous. Au-delà que le cri de ce jeune, il est déchirant, émouvant, il me rend triste profondément, mais c'est un cri de détresse de la part d'un citoyen. Ça peut être le cas de milliers d'Algériens, de millions d'Algériens qui sont dans cette situation, qui sont victimes de la dégradation du pouvoir d'achat, de la qualité de vie, des pénuries, du manque de perspective, de manque d'espoir. En Algérie, aujourd'hui, nous sommes dans un pays où vous avez un pouvoir qui n'a pas de projet de société, qui n'a pas de projet économique, qui n'a pas de plan, tout simplement. Il navigue à vue, il y a des hydrocarbures, et il calcule au jour le jour combien on a gagné en devises, combien on peut se permettre d'importer. Il classe les priorités, d'abord les produits de nécessité, après, si on a encore un peu d'argent, donc on va libérer un peu les voitures, les pneus, etc. Donc, nous sommes dans ça. Mais vous savez, le pouvoir, il sait très bien que le peuple est dans un autre espace-temps. Et il sait qu'il est en décalage. Le pouvoir, il sait pertinemment. D'ailleurs, la preuve, c'est dans tout ce verrouillage qu'il est en train de faire sur le terrain, libérer les espaces, créer cette pression, cette répression et cette pression, cette réduction de possibilités de s'exprimer, etc., le contrôle des réseaux sociaux, etc., cette volonté de tout contrôler, y compris les réseaux sociaux, etc. Donc, ça prouve que le pouvoir, il sait très bien qu'il n'a pas convaincu le citoyen. Il ne peut à aucun moment et en aucun cas entraîner le citoyen dans cette logique d'élection, dans ce calendrier qui est lié aux élections présidentielles de 2029, ni sur d'autres questions. Mais moi, je pense que le pouvoir, il doit écouter ce genre de message. Nous sommes en train le scénario de 2019, peut-être. Mais vous qui venez d'Algérie, Azim, pardon de vous interrompre. Vous qui venez d'Algérie, vous êtes là-bas, vous êtes là de passage. Ce qu'il dit, c'est vrai?
C'est tout à fait vrai. Ce que Oui, dit ce il y monsieur. a une détresse, il y a une véritable Cette consommation détresse. des sarouks, des psychotropes, elle est aussi répandue qu'il le dit. Moi, il y a quelques jours, je suis tombé sur une vidéo du fameux avocat qui a dit que plus une grande, en tout cas, la grande majorité des affaires en justice aujourd'hui, elles sont relatives à la drogue. C'est un phénomène qui a pris beaucoup, il a pris du terrain, il a pris de l'ampleur, et c'est un fléau, c'est un danger sur les enfants, ça touche les écoles, les collèges, ça touche les lycées, etc. Non, l'ampleur, elle est importante. Et pourquoi ce genre de fléau, il trouve le moyen de se propager dans les sociétés? C'est à travers la misère, c'est à travers La malvie aussi. oui, la malvie, La désespérance. l'absence de l'encadrement de la jeunesse, l'absence de l'encadrement au sein des établissements scolaires. Du travail. De- On de- ne, de- dit pas le vrai chiffre du chômage aux Algériens. D'ailleurs, il y a une loi qui a été faite en Algérie pour faire des tests de drogue pour les fonctionnaires. Donc, ils savent, les rapports des services de sécurité, ils savent très bien que c'est un phénomène qui est en train de toucher Tout le monde. tout le monde et Vous tous savez les que les secteurs. haragas ici, je ne sais pas si vous passez par les endroits comme à Barbès, à la porte d'Aubervilliers, ici à Paris, beaucoup d'endroits où il y a beaucoup de haragas. Quand vous descendez du bus, vous savez ce que vous entendez? Est-ce que vous savez? Sarouk, Marlboro, mais Sarouk partout. Oui. Souvent. Donc, Et un Sarouk qui vient d'Algérie. je viens à ce cri de détresse de ce jeune. Donc, c'est un cri, comme l'a dit Lies, c'est un cri qui est proche de la rupture. On sent que le jeune, il est au bord de la rupture. Donc, si c'est ça l'état d'esprit de toute la société, le pouvoir, il doit s'inquiéter. Donc, Et la société doit s'inquiéter. Oui, la société, elle est en train de subir. Elle est en train, tout le monde est en train de subir en Algérie. Personne n'a le choix de Sauf les alliés naturels du régime. sauf ceux qui sont en train de bénéficier Voilà, de profiter. des avantages, de profiter des avantages. De vampiriser. Oui, y compris ceux qui sont en train de se présenter aux élections. Exact. Je l'ai dit la dernière fois, le pouvoir a fait en sorte que les institutions, l'APN, les assemblées, soient un lieu d'accès à la rente, d'accès aux privilèges. Aujourd'hui, ceux qui se présentent, ils savent pertinemment que cette histoire du changement de l'intérieur, etc., ce n'est qu'un prétexte pour aller se présenter à ces élections. Et donc le pouvoir, il sait que dans ces élections, le peuple ne va pas participer massivement à ces élections. C'est pour ça qu'il est en train de faire tout le travail en amont. Donc, il choisit les candidats, il choisit les députés. Et il va choisir les élus. Et il va choisir les élus. Juste, Oui, juste allez-y. une question, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir Majid Telgej, quand il parle de l'institution militaire, que c'est très important, les élections législatives du 2 juillet, ça permet de consolider les acquis d'un État démocratique, d'un État de droit. Mais à quoi bon de dire que Khat Ahmar, et à quoi bon de protéger l'intégrité territoriale si ses propres citoyens, vous avez tué le désir de vivre du citoyen algérien? C'est ça. Alors, justement, nous allons passer une vidéo sur la charte, la fameuse charte éthique, dont personne n'a vu la couleur, elle n'a pas été publiée. Mais avant, justement, ce que vous venez de dire, Lias Chbaili, j'aimerais, parce que moi aussi, j'ai pas lu, j'ai essayé de lire l'édito d'Alger, ce n'est pas possible. Ah non, mais C'est la même langue de bois des années 60. rien à changer. Et dire que ce ne sont plus les apparatchiks d'avant qui sévissent aujourd'hui dans les rédactions des journaux, de la revue LG. Ce sont des jeunes d'aujourd'hui, mais qui pensent exactement et qui s'expriment exactement de la même manière que l'apparatchik du commissariat politique des années 60. Au fait, c'est que Majid Telgej est devenu la voix du pouvoir. Elle est la voix Oui, du pouvoir. mais C'est pourquoi? fini, Moi, la question que j'aimerais vous Oui, poser, oui. mais on ne va pas s'attarder rapidement. Oui. La question que j'aimerais vous poser, que se posent beaucoup de gens en ce moment. Propagande pour un régime mafiocrate, pour un régime médiocrate, pour un régime
foncièrement Non. illégitime, Intrinsèquement. la propagande, c'est normal. Tout à fait. Le mensonge, c'est normal. Ouais. Les fausses promesses, c'est normal. Ouais. Mais comment ce régime ne parvient-il même pas à essayer d'acquérir un peu de subtilité dans son discours, de mettre des gens qui sont capables de bien écrire, de mettre des journalistes de la télé qui essayent de faire passer la pilule, de la dorer un petit peu. Pourquoi est-ce qu'ils mettent à des endroits pareils, à des postes pareils, des éditorialistes, des grands journalistes de la télévision, mais qui véhiculent le discours du régime avec une langue rébarbative, épaisse, qui ne passe chez personne. C'est comme s'ils parlaient au mur. Est-ce qu'ils ne se rendent pas compte? Au fait, il y a la perte Est-ce que vous avez compris, Oui. vous, Oui. pourquoi ce régime s'obstine-t-il, s'entête-t-il à faire parler des gens qui ne parviennent pas à transmettre, même pas à transmettre le mensonge? Oui, au fait, c'est que avec ce régime, surtout, moi, j'ai remarqué avec le deuxième mandat, avec la fin du premier mandat et le deuxième mandat de Tebboune, hein, c'est la même mise, surtout, donc sur les champs médiatiques, les champs politiques, la répression. Donc c'est la manipulation, c'est la propagande. La propagande primaire. Oui, la propagande primaire, mais il n'y a plus de voix, il n'y a plus de presse en Algérie. Quelle est la presse là, qui reste un peu? Est-ce qu'il y a une reste dissidente? Est-ce qu'il reste une presse d'opposition? Il n'y a rien. Plus le mensonge est grand ou gros, on peut le passer maintenant. C'est-à-dire, Le comble, c'est qu'il ne passe pas. Au fait, oui, mais non, Personne mais parce n'y croit à leur bobard. Oui, bien sûr, Personne. mais parce qu'au fait, c'est qu'ils font fausse route. Au fait, leur but, c'est d'abrutir le peuple algérien. Mais Oui, le but, c'est ça. Et ce qu'on disait avant, c'est c'est la bataille. Parce qu'au fait, le face-to-face entre Abou el-Hirak et le pouvoir, c'était et la conscience. Le peuple, il est politisé. Le peuple, il est conscient de ce qui se passe dans notre pays. Donc, je ne sais pas à quoi il joue ce pouvoir. Et surtout, moi, je le dis, je le redis, c'est une opération suicidaire. Est-ce que ça laisse à penser, est-ce que ça laisse à penser à des changements sur le moyen et le long terme après les élections, parce que c'est intenable pour lui, c'est une opération suicidaire. Maintenant, l'opposition, pourquoi aussi je me posais la question, elle m'a été posée, c'est pas à moi cette question, c'est à Ismaël Almas, il a dit pourquoi l'opposition, elle se met, il faut une opposition, une union, un consensus d'opposition, ou là, comme un gouvernement d'union d'opposition nationale, de faire bloc, parce qu'on ne peut pas tenir comme ça. Si à chaque fois on parle de revendications, si à chaque fois on parle de constat, c'est vrai, maintenant il faut solutionner les problèmes. Pourquoi? Toute l'invalidation, tout le rejet de ces candidatures, il fallait appeler tous les partis d'opposition. Je dis tout, le RCD, le Gil Jadid, même le MSP, tous les partis qui se sont sentis lésés de faire bloc et de demander audience avec Tebboune, de dire qu'est-ce qui se passe dans le pays. Pourquoi cette situation? Pourquoi? Parce que vous croyez qu'il ne le sait pas, Tebboune? Il le sait. Ouais. Il vous répondra que moi, en tant que chef de l'État, je ne m'émisserai pas de la justice, que je ne m'émisserai pas du travail de l'année. Et voilà, qu'est-ce que vous allez répondre? Je parle du message politique, je sais. Moi, je vais revenir à ce mot suicidaire pour le pouvoir. Le pouvoir, il a un agenda que nous ignorons peut-être, mais si des fois, on arrive à voir des signaux. Par exemple, quand il y a eu l'amendement technique sur la Constitution, tout le monde se concentrait sur qu'est-ce qui est... Mais c'était une rampe, c'était quelque chose, c'était le début de quelque chose. Lui, il a des objectifs. Aujourd'hui, quels sont les objectifs du pouvoir? Il a des objectifs qui sont comme suite. Avoir des institutions de façade sous le contrôle total du pouvoir. Donc une assemblée qui ne jouera le rôle que d'une chambre d'enregistrement. On lui soumet des lois, on lui soumet des projets et il les adopte
Donc, c'est en quelque sorte, c'est une chambre qui va donc mettre le cachet sur l'agenda du pouvoir. Il ne cherche pas la légitimité. Le pouvoir, là où il est maintenant, dans ce décalage avec la société, avec le peuple, dès lors qu'il avait tourné le dos au Hirak, il sait très bien qu'il doit faire le chemin en cavalier. Il n'a pas d'agenda. Il n'a pas d'agenda. Il a une feuille de route, mais avec un contenu zéro. Il gouverne à l'aveugle. Il n'a pas, au fait, son objectif, c'est lié à sa propre existence, sa propre survie. Sa propre survie. Et puis, il y a des changements géopolitiques qui sont en train de s'opérer. Il y a beaucoup de questions sur le plan diplomatique, sur le plan de notre politique étrangère, par rapport à beaucoup de questions régionales, etc. Donc, le pouvoir est appelé à prendre des décisions très importantes. Ou à subir des décisions. Donc, il va les prendre à travers cette chose. Il est en train de la préparer pour ça. Donc, voilà. Après, est-ce qu'aujourd'hui, on va, nous, l'opposition, il faut lui donner les moyens, il faut lui donner les espaces pour qu'elle puisse exister. Et l'urgence aujourd'hui, notre combat, c'est quoi? Notre combat, c'est de retrouver notre droit à exercer de la politique. Moi, je l'ai dit plusieurs fois. Donc, moi, j'ai choisi de faire de la politique avec Karim Tabou. Ben, Karim Tabou, aujourd'hui, il est sous contrôle judiciaire. Il est interdit de faire de la politique. Sous contrôle judiciaire dans une caserne. Oui, est-ce que c'est le pouvoir algérien qui va nous donner les espaces pour s'exprimer? Donc, c'est le combat, il faut les arracher. Donc aujourd'hui, notre combat, c'est de retrouver notre droit à faire de la politique. C'est la réouverture des champs médiatiques, la réouverture des champs politiques et le retour à une vie politique normale pour que l'opposition puisse faire ses preuves. On ne peut pas condamner l'opposition avant de lui donner les moyens et les espaces de s'exprimer. Oui. Alors, il nous reste une dizaine de minutes. Nous allons parler de cette fameuse charte éthique. Elle dispose de choses tout à fait évidentes, du moins en apparence, parce que le document n'a pas été publié. Et s'il n'a pas été publié, ce n'est pas pour rien. Donc, apparemment, elle parle de l'incitation à la haine qu'il faut bannir, de la préservation de l'unité nationale et de la sécurité publique, le respect des institutions et des symboles de la République, la loyauté entre concurrents électoraux. C'est des lieux communs de n'importe quelle candidature dans n'importe quel pays au monde, que personne n'a pensé formaliser dans une charte, parce que ça va de soi. Nous allons voir une petite vidéo et je vais vous demander de nous expliquer ce que vous comprenez dans ce document qui se donne... n'a pas été publié. Oui. Personne ne l'a vu, sauf ceux qui l'ont signé. Oui, tout à fait. Mais on ne leur a pas remis de copie. Tout à fait, absolument. Nous allons regarder ce document. Charte d'éthique. Les principaux engagements contenus dans cette charte sont les suivants. Interdiction de tout discours de haine, de discrimination ou d'incitation à la violence, quelle qu'en soit la forme. Respect de l'unité nationale, de la sécurité publique et de l'ordre public durant toute la campagne électorale. Respect des institutions de l'État, des symboles de la République et des religions, avec l'interdiction de tout propos insultant ou dénigrant. Interdiction de la diffamation, des injures et des attaques personnelles entre candidats, partis politiques et listes indépendantes. Engagement à mener une campagne basée sur les programmes et les propositions, dans un esprit de concurrence loyale et de fair-play politique. Interdiction de recourir à des slogans ou à des discours contraires à la Constitution et aux lois de la République. Rejet de toute propagande extrémiste, violente ou haineuse susceptible de menacer la paix sociale. Interdiction des appels au boycott des élections lorsqu'ils sont menés par des moyens illégaux. L'ANIE, en coordination avec l'autorité nationale indépendante de régulation, etc., etc. C'est dans ce cru-là, dans cette veine-là que ça se passe. Autrement dit, rien de vraiment incroyable. Ce sont des choses qui vont de soi. Mais la question est pourquoi le document n'a pas été publié, diffusé, rendu accessible à n'importe qui pourrait le consulter. C'est que donc, rien n'empêche de penser, parce qu'il y a d'autres dispositions qui n'ont pas été rendues publiques. À votre avis, cette charte d'éthique?
que les candidats ont tous été obligés de signer l'un après l'autre. Voilà, pour notamment les candidats qui ont été rejetés et qui ont été repêchés. Avant d'être repêchés, ils ont été forcés de signer cette charte. Alors, et le RCD, je rappelle que le RCD A refusé. est la seule formation Qui a refusé de à signer. avoir refusé de signer parce qu'elle a considéré que c'était des mesures liberticides. Et si elle a dit ça, ça veut dire qu'il y a autre chose que ce qu'on a vu et ce qu'on a entendu. Après la charte, je ne sais pas, il y a combien de dispositions dans la charte, mais moi, ce que je retiens, c'est que la charte, elle prohibe les appels au boycott. Elle prohibe au boycott des élections quand ils sont formulés de façon illégale. Mais un candidat, il ne peut pas appeler au boycott. Mais un candidat ne peut pas appeler au boycott, c'est ça. Oui. Deuxièmement, les discours, l'incitation à la haine, elle est bannie. Mais ça va de soi. Évidemment. Mais est-ce que tous les candidats ont appelé à la haine? Non, du tout. Mais je pense que toutes les élections que j'ai vues se déroulent, enfin, en tout cas, de façon respectueuse. Il n'y a pas vraiment un face-to-face entre les candidats. Quand ils disent les discours extrémistes, violents, qui incitent à la haine, mais ça veut dire quoi? Ça n'a pas de sens. Je pense. Mais quand il dit le respect des institutions, par exemple. Oui. Si moi, journaliste, je dis demain, le Sénat est un faux Sénat. D'abord parce que le président, il a le droit de nommer le tiers. Il n'est pas élu. Le président nomme le tiers. Oui, pour bloquer. Et le tiers est un tiers bloquant. Est un tiers bloquant. Donc, il a le Sénat dans la poche. Donc, si je dis ça, est-ce que je manque de respect aux institutions? Si vous dites qu'un candidat qui veut être élu, il a le droit, chaque citoyen algérien, il veut se présenter. C'est-à-dire, ça c'est un principe cardinal. Enfin, s'il veut se présenter, imaginons, il est à la chambre passe le projet de Rarj Bilet. Il a le micro, il fait ses études, il fait ses recherches. Il lui arrive ce qui est arrivé à Gilles Slama. Absolument. S'il dit que le projet n'est pas rentable, c'est une perte sèche pour le pays, ou que la décision qui a été prise, c'est une décision suicidaire et Il n'a même pas dit ça. Non, il mais a utilisé des termes autrement. Oui, je ne parle pas de Gilles Slama. Et il a été enlevé. Oui. Plusieurs jours. Tout à fait. Et on ne sait même pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. Absolument. Il a parlé que des chiffres, tout le monde. Il a parlé que, voilà. Au fait, il a parlé de la rentabilité. Adam Akan, c'est considéré comme une atteinte au président lui-même, parce que le président en fait son projet personnel. Et il semble que le fils du président. Chauffe Jamaluddin, juste pour finir. Au fait, cette charte, elle est conçue pour ne pas contester le programme et pour ne pas contester les orientations qui ont été prises par Tebboune et par le pouvoir algérien. Oui. C'est-à-dire, si la moindre contestation, vous êtes éliminé. C'est-à-dire que le pouvoir ne veut pas ceux qui contestent une décision qui a été prise. Elle dit, où la démocratie cette disposition rappelle que si la liberté d'expression reste entière, elle doit s'exercer dans le respect strict du cadre légal et des procédures démocratiques établies. Imaginons que M. Benchenouf, c'est un journaliste, c'est un député, il parle que comme Rarj Bilet, c'est pas rentable, les projets économiques que vous avez pris, c'est pas rentable, le projet Tossiali, pourquoi on n'a rien gagné avec Tossiali, pourquoi il y a des prisonniers, des détenus d'opinion qui croupissent en prison, pourquoi vous êtes en train de restreindre les champs médiatiques, pourquoi on ne peut pas parler sur la question du Sahara occidental et de dire ne pas être d'accord avec vous. Attention, ce n'est pas parce que j'approuve ou j'approuve pas. C'est-à-dire, vous risquez gros, non seulement, vous risquez même d'être exclu et pris en otage de l'Assemblée vers la prison. Si tout est possible avec le régime. Vous ne pouvez pas être candidat. Ah, jamais. Vous allez avoir 3 minutes maximum. Je suis désolé. Bon, on ne peut pas dissocier cette charte de ce qui s'est passé avant avec cette élimination et ce rejet des candidatures. Donc c'est une autre étape, encore une autre étape où les candidats vont s'engager à ne plus engager, à ne plus porter des débats contradictoires, à ne plus critiquer dans la campagne électorale d'abord le programme du président, la politique générale du gouvernement, les échecs, comme l'a dit Lies, donc critiquer tous ces projets
qui sont en train de mobiliser des sommes d'argent colossales. C'est pas rien, hein, c'est en milliards de dollars. Donc d'abord on interdit, donc après on va faire de cette assemblée un lieu où il n'y aurait aucun débat, aucune résistance, aucune opposition. C'est ça l'objectif du pouvoir. L'objectif du pouvoir n'étant pas d'avoir une assemblée légitime, démocratique, représentative du peuple. Ça fait pas partie de ses priorités. Par contre, avoir une assemblée docile, à son service, sous son contrôle, pour cet éventuel agenda, pour faire passer d'autres lois, pour imposer un autre chef d'État en 2029, avec une révision constitutionnelle, pourquoi pas à travers l'Assemblée, d'autres questions qui sont importantes. Donc, eux, ils sont dans cette logique. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est que le peuple n'est pas, le fait que le peuple ne soit pas associé à cette démarche, ça reste toujours amputé de cette légitimité populaire. Donc c'est pour ça que tous ces signaux qui sont en train d'être envoyés par la société, cette détresse, cette cherté de la vie, ces pénuries, cette histoire de pneus, etc., donc ça c'est des signaux que la société elle est au bord de la rupture. Aujourd'hui, avec tous ces défis qui sont en train de se poser, de se dresser devant nous, qu'avec ces changements géopolitiques, ces instabilités dans le monde, etc., elles nous exposent encore plus avec cette politique. Merci. Merci Ezdine Toumi, pardonnez-moi. Merci Ilyes Jbeili, merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. J'aurais retenu ce que disent nos invités, que nous étions déjà dans l'unanimisme le plus intégral, et ça continue avec le béni-oui-wisme le plus complet. Merci, bonne soirée. Nice one.